Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel objet absolument extraordinaire. Alors même s'il est originaire d'Hennebont et lié à l'histoire de la ville, eh ben, il n'est pas visible puisqu'il s'agit du gisant de Blanche de Navarre qui se trouvait à l'abbaye Notre-Dame de Joie. Alors pour le voir aujourd'hui c'est très simple, hein, vous pouvez aller le voir sur internet, on trouve énormément de photographies, mais surtout il est présent physiquement dans la grande galerie du temps du musée du Louvre-Lens qui a été inaugurée en décembre 2012. Hein. On a 5000 ans d'histoire et d'histoire de l'art qui sont présentés dans une vaste galerie dans laquelle on remonte le temps, et à peu près au milieu, pour la période médiévale, eh bien, on trouve ce gisant. Alors, Blanche de Navarre, c'est la femme du duc de Bretagne. Elle est née en 1226 et elle meurt en 1283. Elle meurt à Édé, à l'âge de, ça doit faire 57 ans à peu près. Elle est la fille unique du comte de Champagne et du roi de Navarre, Thibaut de Champsaunier. Elle est également l'épouse du duc, Jean Ier le Roux, bien connu à Hennebont. Et eh bien, une des œuvres majeures qu'elle va réaliser à Hennebont, c'est l'installation et la fondation d'un couvent de religieuses sous l'ordre de Cîteaux. Hein. Ce sont donc des cisterciennes. On aura l'occasion de revenir sur l'histoire de l'abbaye dans une autre vidéo. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle fonde une abbaye, donc elle s'occupe d'une certaine façon de la pérennité spirituelle de la famille, alors que son mari, à Hennebont, eh bien, enserre, semble-t-il, les murs de la ville, créant ainsi la ville close. Hein. À lui, on va dire, le pouvoir militaire et politique, et à elle, le pouvoir spirituel. Cela étant dit, Jean Ier n'est pas en reste en matière de création religieuse, puisque notamment parmi celles qu'il va réaliser, il y a celle de l'abbaye de Prières, dans le sud-est du département du Morbihan, dans lequel il sera enseveli. Donc, Blanche fonde cette abbaye cistercienne. Hein, elle y place à la tête une de ses cousines, Sibylle de Baugé. C'est une fille de Saint-Antoine de Paris, et comme il est d'usage, eh bien, elle va, à sa mort, souhaiter être enterrée dans le chœur de l'église abbatiale. Le chœur de l'église abbatiale, c'est l'endroit le plus sacré, le plus important, et il est souvent réservé pour le fondateur de l'abbaye. Les abbesses y sont aussi souvent ensevelies. Elle va demander à y être ensevelie en habit de simple religieuse. Hein. Donc là, c'était aussi souvent l'usage. Hein. Le noble fondateur, eh bien, à l'orée de sa vie, se délestait de son armure ou de ses parures pour prendre l'habit des religieux dans le couvent qu'il avait fondé. Donc un gisant, qu'est-ce que c'est? Un gisant, c'est tout simplement une représentation d'une personne allongée, hein, du verbe français gésir, et on y voit la duchesse, bien allongée, donc avec un manteau, une robe de moniale. Elle a une ceinture également. Elle a les mains jointes. Alors il manque une main. Alors une histoire racontait qu'une main avait été volée lorsqu'elle se trouvait au Louvre. Or on a un dessin qui montre qu'avant que le Louvre en ait fait acquisition en 1873, la main manquait déjà. Voilà. Donc peut-être que c'est une disparition révolutionnaire. Donc la duchesse est allongée, elle porte un voile sur la tête et une guimpe. Une guimpe, c'est cette pièce de tissu qui vient couvrir les joues, le menton et qui passe juste sous la lèvre inférieure. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer, comme il était souvent l'usage, son visage est représenté plutôt juvénile. Alors il ne faut pas du tout y voir un portrait, puisque celui qui a réalisé cette pièce n'a sans doute jamais vu la duchesse, hein, mais on a un portrait un peu idéalisé d'une jeune femme, d'autant plus que la croyance était que à la résurrection des corps, eh bien, les gens reviendraient à la vie à la fin des temps, à l'âge de 33 ans, qui était l'âge du Christ. Donc on a souvent une représentation jeune de ces personnages. Elle porte, comme c'est souvent l'usage, à ses pieds, elle s'appuie sur un petit chien, symbole de fidélité, et elle a la tête posée sur un coussin. Le gisant est uniquement la partie supérieure du tombeau. Hein. Il nous manque la plate sur laquelle elle était posée, qui était soit en bois, soit en pierre. Et il y avait également des parements avec des armoiries disposées tout autour d'elle, hein, comme sur une sorte de table, avec une longue dédicace qui en faisait le tour. On peut suivre à peu près l'histoire de ce gisant, puisqu'on sait qu'il est installé
au tout début du XIVe siècle, hein, sans doute après, autour de 1306 probablement, 1305. Il est également mentionné en 1636, lorsque Dubuisson d'Aubnay fait son grand itinéraire de Bretagne. Il passe à Hennebont et il voit le tombeau, et c'est d'ailleurs lui qui nous mentionne la présence des armoiries de Navarre, mi-partie Bretagne et Navarre, qui sont apposées sur le tombeau. On a également une mention en 1725 lors d'un aveu établi par l'abbesse Madame de Silly, et qui elle en plus nous précise qu'elle est présente ici et qu'on a également des traces de couleur, hein, de peinture sur cet ensemble. Ensuite, la mention est celle des ventes réalisées en 1792, des ventes révolutionnaires, hein, qui voient la vente complète du couvent. Toutefois, sont exclus de la vente certains ustensiles et certains meubles, et également le tombeau de l'abbesse tel qu'il est précisé. Il va ensuite disparaître pour réapparaître au milieu du XIXe siècle entre les mains d'Alfred Ramée, qui est un magistrat et un éminent collectionneur et historien rennais. Et c'est lui qui, en 1873, va le vendre au musée du Louvre, et c'est à partir de cette date que le gisant fait partie des collections du musée. Alors en matière de réalisation, hein, ce gisant est fait d'une âme de bois, une âme sans doute du hêtre, sur lequel sont posées des plaques de cuivre, hein, qui sont posées au clou et rivetées. C'est la technique qu'on appelle de Limoges, hein, de l'œuvre limousine. Alors pourquoi s'adresser à Limoges pour faire réaliser ce gisant? Tout d'abord, Limoges est un centre extrêmement important de création de ce type de réalisation, hein, notamment des émaux. Hein, et on sait que l'abbesse de Silly avait mentionné de la couleur, et il y a sans doute sur le coussin et sur la ceinture de l'abbesse la trace de ces émaux, hein, puisqu'on a même une note du milieu du XIXe siècle qui explique qu'il reste quelques petits éléments, mais qui ont aujourd'hui entièrement disparu. Pourquoi donc on s'adresse à Limoges, hormis la célébrité des artisans dans cet élément-là? C'est que tout simplement le Limoges fait partie des possessions du duc de Bretagne, hein, et ceci depuis le mariage d'Arthur II avec Marie de Limoges, qui est la fille unique du vicomte, et Arthur II est le petit-fils de la duchesse, hein, de Blanche de Navarre. Le mariage a lieu en 1275, donc Blanche est encore en vie. Et on sait qu'également on va avoir d'autres gisants, d'autres tombeaux qui sont commandés avec cette technique-là, hein. Notamment on a un des fils de Blanche, hein, le jeune prince Robert, qui lui va mourir à l'âge de 8 ans, et bien sa tombe, qui était au Cordelier à Nantes, était également réalisée dans cette même technique. Les archives de Nantes ont également un document exceptionnel, puisqu'on a une des quittances de paiement de cette pièce. On sait qu'il est payé par le chevalier Guillaume Le Borgne la somme de 450 livres pour ce tombeau. Ce paiement est effectué dans les années, sans doute en 1306. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout simplement quelques années après la mort de Jean II de Bretagne, le fils de Blanche, qui a commandé ce gisant, hein, et c'est une exécution testamentaire. Hein, donc ça nous montre qu'effectivement le duc n'était pas bon payeur, puisque l'artisan a été payé après sa mort. Donc voilà la présentation de cette pièce exceptionnelle. Hein. Donc alors d'une certaine manière, même si effectivement il a quitté Hennebont et il a quitté le site de l'abbaye de la Joie, ça a quand même permis sa préservation, parce que quand on voit que le reste de l'abbaye a entièrement été détruite, on aurait pu imaginer, comme c'est arrivé pour de nombreuses pièces de cette qualité et même de ces matériaux, hein, qu'elles puissent être fondues et ainsi disparaître. Donc l'achat d'un antiquaire archéologue du 19e siècle et sa transmission au musée du Louvre a permis de préserver cet élément de patrimoine hennebontais, mais aussi limousin et national, et nous permet aujourd'hui de l'admirer. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.